Aujourd'hui à l'émission, je reçois Mme Annie Simard, coordonnatrice pour la Fondation Rêve d'enfants, territoire Beauce-Nord. Également, dans le cadre du projet Au cœur de notre rivière Chaudière, je reçois M. Robert Marcoux de la Maison historique Pierre-Lacroix, ainsi que M. Mathieu Turcotte du domaine Taschereau. Bienvenue à Action Magazine. Vous avez sûrement déjà entendu parler de la Fondation Rêve d'enfants. Et pour nous en parler, j'ai avec moi Annie Simard, qui est coordonnatrice de la région de Beauce-Nord. Bonjour, Annie. Bonjour. Peux-tu nous résumer un peu c'est quoi la Fondation Rêve d'enfants? Bien sûr. Alors, la Fondation a plus de 30 ans d'existence. Parmi ces 30 années-là, on a plus de 20 000 rêves de réaliser au niveau du pays, du Canada, finalement. Alors, c'est la Fondation Rêve d'enfants. C'est très simple. C'est des enfants qui ont une maladie qui menace leur vie et puis qui auront la chance de réaliser un rêve. Ils doivent avoir 18 ans et moins et être résidents du Canada. OK. Puis, peux-tu nous donner un exemple un peu des rêves qui ont été réalisés? Oui, mais ici, dans la région de la Beauce, pour les 2 dernières années, il y a eu 19 enfants admis par la Fondation Rêve d'enfants. Parmi ces 19 enfants-là, il y en a 9 qui sont à réaliser leur rêve présentement ou ont réalisé leur rêve. Alors, des exemples de rêves, on parle de rencontrer une vedette sportive, un chanteur, une chanteuse. Ça peut être de faire la décoration de leur chambre, un spa, une piscine, un voyage dans le sud, le voyage à Walt Disney certainement aussi. Alors, il y a autant de rêves différents qu'il y a d'enfants. Alors, aucun rêve n'est trop grand pour la Fondation. Puis, on parle environ de 10 000 là, le coût moyen d'un rêve. Annie, à chaque année, à Sainte-Marie, il y a une activité de financement qui est organisée, qui est le déjeuner des policiers. Comment ça a été cette année? Est-ce que ça s'est bien passé? Cette année, ça a été une année record. Franchement, on a été agréablement surpris. Ça a été une super de belle année. C'est le 23e déjeuner des policiers. On a ramassé 16 400 $ en un court laps de temps. On parle de 7 heures à 11 heures. Aussi, c'était le dernier déjeuner des policiers où qu'on pouvait voir les deux habits, la Sûreté municipale de Sainte-Marie qui était jointe à la Sûreté du Québec. Alors, l'année prochaine, ça sera tous des gens de la Sûreté du Québec. Alors, ça a été un très, très beau déjeuner. Puis, les enfants de la Fondation qui sont venus ont eu la chance de rencontrer plus personnellement les policiers, aller voir les cuisines, ont été aussi traités en VIP durant le déjeuner et puis sont sortis les yeux brillants. Ça a été un bel événement. Vous êtes associé aussi au festival sportif? Effectivement. Depuis l'an dernier, je suis la responsable de la zone famille dans le comité organisateur du festival sportif. La zone famille Uniprix, qui est au profit de la Fondation Rêve d'enfants. Alors, cette année, comme nouveauté, le 6 et le 7 juin, c'est les 2 dates où est-ce que nous, comme zone, on est actifs. Le samedi le 6, on a Clopin Lanouille et Monsieur Nono qui vont venir faire de la sculpture de ballon au profit de la Fondation Rêve d'enfants. Alors, les gens vont pouvoir avoir un ballon en donnant une contribution comme ils voudront. Ensuite de ça, on va avoir de la barbe à papa qui va être vendue aussi pour la Fondation Rêve d'enfants. Il va y avoir aussi des différentes places où les gens vont pouvoir faire des dons. Et puis le dimanche, le 7, c'est le spectacle de Clopin Lanouille et Monsieur Nono qui va faire la fermeture du festival. Et le 27 juin, vous allez... au Miller Zoo, c'est ça aussi. Le 27 juin, on a une activité au Miller Zoo de 9h30 à 17h. Sur les entrées, on a une bonne partie il va être remis à la Fondation Rêve d'enfants. On fait des hot dogs, on vend des trucs pour le dîner, des articles promotionnels. Il y a des tirages qui vont avoir lieu. Il y a du maquillage aussi. Alors, c'est une belle sortie familiale à faire. Puis, il va y avoir des enfants de la Fondation qui vont être présents aussi. Parfait. Annie, en terminant, toute bonne organisation a besoin souvent de bénévoles ou d'un petit coup de main. Oui. Si les gens veulent participer, donner un coup de main à la Fondation Rêve d'enfants, comment ils peuvent le faire? Ce serait grandement apprécié parce que je suis la seule représentante de Beauce-Nord et il y a Madeleine Sims dans la région de Beauce-Sud. Alors, on forme un duo et puis c'est certain qu'avoir des membres à notre équipe, ce serait très, très aidant. Alors, ils peuvent, dans le fond, les gens appeler directement à la Fondation au 650-2111
ou par Internet là, sur le site web là, de la Fondation Rêve d'enfant aussi peuvent envoyer leurs coordonnées, puis ils vont nous les acheminer par la suite. Parfait, merci beaucoup. Bien, ça fait plaisir. Avec moi, M. Robert Marcoux de la Maison Pierre-Lacroix. Bonjour, M. Marcoux. Bonjour. La Maison Pierre-Lacroix, expliquez-nous un peu pour les gens qui n'ont pas eu la chance de la visiter, qu'est-ce qu'on y retrouve? D'abord, on veut faire connaître aux gens la plus vieille maison de pierre en Beauce. Il y en a eu une douzaine de construits et c'est à peu près la seule qui reste. Et Pierre Lacroix, qui l'a fait construire, parce que c'est pas lui qui l'a fait, était un forgeron en étroit contact avec le seigneur Tachot. Et probablement qu'il a forgé bien des pièces parce que c'était un forgeron. D'ailleurs, dans la maison, vous avez des pièces qu'on a conservées au deuxième étage que les gens peuvent voir. C'est très simple, mais les produits de quincaillerie demeurent. Et si un jour on a des sous pour tout mettre ça, là, je dirais, numéro 1, eh bien, ça va être davantage intéressant pour le visiteur. Pour le moment, c'est nature. M. Marcoux, le rôle de la Maison Pierre-Lacroix par rapport au projet au cœur de la Rivière-Chaudière, c'est quoi? Bien, disons qu'on peut. La Maison Lacroix est bien placée pratiquement au point de déversement des eaux qui viennent du lac Mégantic. Et à partir. On présente dans la maison, tout simplement, comment la rivière travaille dans le fond de la vallée, comment elle reçoit des affluents. Et puis, qu'est-ce qui arrive quand il y a des inondations sur des côtés de la rivière et qui nous arrivent par surprise, là. Alors, ce qui fait qu'on explique également aux gens les dénivellations qu'il y a à partir de Saint-Georges, entre autres, parce que tu pars du lac Mégantic, puis tu t'en viens à Saint-Georges, il n'y a pas de problème. Là, ça coule normalement, à moins que quelqu'un dise qu'ils ont ouvert les vannes, puis c'est rien que pas vrai, là, cette affaire-là. Alors, tandis qu'à partir de Saint-Georges, eh bien là, vous avez une particularité, la rivière est plate. Mm-hmm. Il y a 10 pieds de pente entre la Saint-Georges et Scott. Ça veut dire que ça n'a pas un gros courant, si on veut, et les rives sont basses. Alors, l'eau, naturellement, va s'étendre dans les fonds à la première occasion, peu importe si ça vient du côté nord, du côté sud ou du côté nord. Et puis, souvent, on se fait surprendre aussi parce que l'eau nous descend soit du côté de Saint-Georges, soit du côté de Beauceville. On ne sait jamais d'où elle vient. Et il y a des grosses inondations qu'on a eues. Souvent, c'est parti d'un secteur comme, disons, Saint-Victor, par exemple. Eux autres, ils ont énormément la neige fond très vite, ou bien donc, ils ont des orages terribles. Puis là, ben, on ne sait plus où mettre l'eau, là. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle s'en vient vers la sortie, vers Scott, et puis elle va s'étaler dans les fonds. Alors, c'est pour ça qu'à un moment donné, tu vois arriver des balles de foin, puis des morceaux de bois, puis même différentes choses. Ça peut nous amener des surprises. Exactement, exactement. J'ai un blanc au niveau de la maison Pierre-Lacroix. Est-ce qu'elle a été déménagée ou elle a toujours été où est-ce qu'elle est présentement? Je vais vous en sortir une bonne. Quand la maison Lacroix est devenue monument historique, parce qu'on a voulu la conserver puis se faire aider, eh bien, à ce moment-là, il y en a qui m'ont dit, j'ose pas nommer qui nous a dit ça, mais de toute façon, c'est supposé être quelqu'un qui s'y connaît. On va prendre la maison de la Croix puis on va la déménager sur les hauts plateaux à la sortie de Sainte-Marie. Avez-vous pensé que 28-42 pièces, 28 pieds de profondeur, 42 pieds de façade, un mur qui a 32 pouces d'épais, 2 étages, ça se bouge pas, ça. Hein? Donc, à ce moment-là, la personne n'y avait pas pensé ben. Alors, elle est là pour rester, et puis on n'essaye même pas d'empêcher l'eau de pénétrer dans le sous-sol ou sur le premier plancher. Monsieur Marcoux, en terminant, il y a une journée spéciale qui s'en vient au mois de juin pour la Maison Lacroix. Le 6 juin, c'est la journée qu'on a choisie pour inviter les autorités municipales et les gens du secteur à venir voir qu'est-ce que nos artisans et nos artistes
ont développé de mieux pour la prochaine saison. Parce que ce que je remarque depuis quelques années, c'est que d'année en année, il y a des améliorations qui se font. Les gens se relèvent le défi d'avoir de nouvelles techniques. Parfait. Bien, M. Marcoux, merci beaucoup. On invite les gens le 6 juin à aller assister à la porte ouverte de la maison Pierre-Lacroix. Et après. Et tout le reste de l'été aussi. Oui, hein, exact. parce qu'à ce moment-là, il arrive aussi d'autres pièces, d'autres réalisations. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a des gens qui cherchent à avoir à offrir des particularités de leur métier ou de leurs habilités, et on le montre. Et ceux qui n'ont jamais vu le patrimoine religieux, c'est la meilleure place pour le voir. Et vous avez aussi la construction, les planchers, c'est d'origine 18-21. Alors, pour une bonne heure, on est capable de s'amuser. Merci beaucoup. On est de retour dans Action Magazine et avec moi, j'ai Benoît Carrier-Clich du Centre Hi-Fi. Bonjour Benoît. Salut Sylvain. Benoît, cette semaine, tu nous parles d'appareils photo. Oui, j'ai apporté des appareils photo, différents modèles ici. L'été s'en vient, les gens veulent avoir un peu des souvenirs de leur été. J'ai apporté 3 différentes catégories d'appareils photo. Que tous les gens connaissent, le compact qu'on appelle, que c'est le petit appareil photo portatif que tout le monde traînait dans leur poche. Aujourd'hui, ça l'a changé un petit peu. C'est-tu encore populaire, ça, je me demande, avec l'arrivée des téléphones cellulaires, que les appareils photo incorporés dans l'appareil cellulaire est pratiquement aussi performant que ça? C'est pas le fait de dire que ça se fait remplacer, c'est que les gens ont beaucoup plus la facilité de prendre leur cellulaire pour prendre une photo. C'est sûr que les appareils photo, même dans le petit compact comme ça, vont prendre habituellement de meilleures photos, mais c'est parce qu'on ne l'a pas toujours sur nous. C'est de penser à le traîner, c'est ça, le cellulaire, on l'a toujours sur nous. Puis, C'est ça, exactement. Fait que c'est sûr que la popularité de ces types d'appareils-là, qu'on appelle le compact, est vraiment en train de mourir, mais seulement c'est le cellulaire qui va le remplacer. Et de là qu'il y a une grosse effervescence vers des nouveaux types d'appareils photo que les gens découvrent. Là. Comme j'ai apporté ici, qu'est-ce qu'on appelle la série Reflex, que ce soit chez Nikon, chez Canon, chez Pentax. J'ai amené du Nikon ici. Benoît, pour les gens qui ne connaissent pas ça du tout, là, les appareils photo, quand tu parles de réflexe, qu'est-ce que tu veux dire? Le réflexe, c'est ce qu'on appelle la réflexion de la lumière par un miroir intérieur. Ça fait quoi dans la vie? C'est que la lumière va rentrer par notre lentille, il va y avoir une réflexion de lumière qui va se faire et il va aller directement au capteur. Versus les appareils photo conventionnels qu'on va avoir avec un écran à l'arrière, la vitesse de prise de photo, la qualité de la photo, le capteur est beaucoup plus petit. Okay. Versus quand on tombe avec des appareils réflexes comme ça, on a beaucoup plus de rapidité de photo, on a beaucoup plus de qualité de photo et on a une plus grande latitude aussi sur ce qu'on peut faire avec ces types d'appareils-là. Le meilleur exemple, c'est les lentilles. Quand vous achetez un appareil photo conventionnel, la lentille est fixe, elle ne bouge pas, on ne peut pas changer les lentilles. Vous êtes pris avec ce que vous avez acheté. Exactement. Parce que l'autre, on peut le faire évoluer. Exactement. C'est que ces types d'appareils photo-là, avec de chez Nikon comme Canon, le réflexe, c'est des lentilles qui sont interchangeables. On est capable de prendre une lentille l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, on achète de l'équipement qui va se greffer directement sur notre appareil photo, qui va permettre l'évolution du photographe et l'évolution en même temps de l'appareil photo. Ce qui fait que dans 5 ans, vous allez vouloir changer uniquement le boîtier de l'appareil. Vous allez être capable de le faire juste en achetant le boîtier et en conservant vos lentilles, conservant vos flashs, vos trépieds. C'est la beauté de ces types d'appareils-là. Mais aujourd'hui, c'est des sous acheter ça, par exemple. C'est pas offert à tout le monde, mais c'est qu'aujourd'hui, ils ont développé ce qu'on appelle un hybride. Entre le réflexe, entre le compact, ce qu'on appelle l'hybride. C'est un bon zoom, un bon capteur à l'intérieur, un bon écran aussi directement dessus. C'est que c'est des appareils photo que les gens vont pouvoir utiliser pour de longues années. Par contre, tout est fixe sur ces appareils-là. Mais c'est sûr que c'est entre les deux dans les prix. On va parler d'environ 500 à 600 $ pour commencer dans les appareils réflexes. Comme un appareil compact comme ça, c'est à peu près 100 $. On va parler entre 200 et 250 $ pour un appareil hybride, que c'est peut-être le premier pas pour le photographe en nous pour tomber après ça avec des appareils comme ça. Si on débute en photographie et on n'est pas sûr qu'on va aimer ça, on est peut-être mieux d'y aller avec un appareil intermédiaire? Ou... Oui, ça c'est sûr, parce que la photographie, c'est un art. C'est pas parce qu'on a un super appareil photo dans les mains qu'on va devenir photographe professionnel. C'est sûr qu'avec les années, avec le temps, c'est qu'on développe une passion là-dedans.
Mais c'est sûr que la personne qui va être habituée avec un hybride comme ça va vouloir tomber rapidement dans des réflexes comme ça. Là. Mais j'ai apporté aussi un autre appareil, ce qu'on appelle un appareil qui va sous l'eau. C'est un appareil qui est capable directement de résister à des chocs, à l'eau, à l'humidité, au sound. C'est des appareils qu'on va appeler de chez Nikon. J'ai apporté aussi du Nikon qui résiste à tout. Vous pouvez même acheter ça pour vos enfants, puis pendant tout le camp d'été, ils vont pouvoir avoir cet appareil-là. Et ça résiste à 2 mètres de chute, ça résiste à 30 mètres sous l'eau. Ça résiste à l'eau, l'humidité, la poussière. C'est parfait pour les vacances qui s'en Oui, viennent. effectivement. Et ces appareils-là font de plus en plus de vidéos. La qualité vidéo s'améliore aussi, mais y a-t-il une différence entre un réflexe ou un appareil d'entrée de gamme, si on veut, pour la qualité de la vidéo? Le capteur fait toute la différence sur la qualité vidéo. C'est que, dites-vous, un appareil photo, c'est un capteur de lumière. Plus que votre lentille est grosse, qui est grande, qui est performante, plus qu'elle va laisser passer de la lumière et votre qualité d'image va être améliorée, ça c'est sûr et certain. Vous allez croiser du monde avec des appareils comme ça, vous pensez qu'ils prennent des photos, mais souvent ils vont l'utiliser uniquement pour la vidéo à ce temps, parce que les capteurs sont assez performants pour le faire. Et ces types d'appareils-là, tous ces appareils-là vont faire du 1080 qu'on appelle P. C'est la meilleure qualité d'image avant d'arriver dans les ultra haute définition. Là. Parfait. Je te remercie beaucoup, Benoît. Merci, Sylvain. Avec moi du parc nature Domaine Taschereau, Monsieur Mathieu Turcotte. Bonjour Mathieu. Bonjour Sylvain. Le rôle du Domaine Taschereau par rapport à la rivière Chaudière, comment on peut le définir? Le rôle du Domaine Taschereau, en fait, le site en tant que tel, c'est un bassin de rétention des eaux de crue, ce qui fait que lorsque l'inondation arrive, le parc s'emplit d'eau. Puis pendant ce temps-là, ça aide à contrôler un petit peu le débit d'eau en amont, donc au centre-ville de Sainte-Marie. Donc le parc a un rôle très important au niveau du bassin versant. Mécaniquement, c'est un bassin de stockage des eaux de crue, donc ça aide à réduire les dégâts au centre-ville. Au niveau du projet de la rivière Chaudière, dans le fond, ton rôle à toi, c'est quoi? Bien, moi, je suis coordonnateur de la Corporation du domaine du Seigneur Taschereau, qui a le mandat et l'objectif de mettre en place le domaine Taschereau Parc Nature. Donc, j'interviens dans les différents volets de la mise en place du parc, donc la planification, la réalisation. Le parc se développe bien présentement aussi. Je pense que les gens du coin ont pu le constater. On a aménagé l'éco-refuge des jardins en 2012. Et l'an dernier, on a construit la passerelle Placide-Poulain qui va être inaugurée le 19 juin prochain. Donc, le parc se développe bien. Puis cet été, on fait le sentier du pèlerin qui va faire 3,5 km et qui va relier les différents écosystèmes présents dans le parc. Donc, des trottoirs de bois, des ponts. Et tout ça, on travaille là-dessus cette année. Là. Pour les gens qui n'ont pas eu la chance d'aller faire un tour au domaine Taschereau, les amènes de la nature, c'est génial comme endroit. Bien, je pense que oui. Puis, c'est ça. Donc, il y a une concentration d'écosystèmes, une chose qu'on ne voit pas partout. Et c'est des écosystèmes qui sont alimentés par la rivière Chaudière. On parlait du lien avec la rivière tantôt. Donc, la rivière vient déposer des alluvions, ce qui attire en fait les oiseaux, qui stimule aussi la végétation, puis ainsi de suite. Donc, il y a des écosystèmes très riches qui sont présents. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut s'attendre cet été au parc nature Domaine Taschereau? Oui, cet été, donc, on va développer le sentier du pèlerin, qui va faire le fameux tour du parc. Et on va avoir aussi les causeries du parc. Donc, le mardi soir, de 18h à 20h, il y aura des personnes qui vont venir présenter des thèmes, finalement, sur l'écologie, l'histoire. C'est un site très riche en histoire aussi, le domaine Taschereau, Parc Nature. C'est le chef-lieu de la famille Taschereau. Il y aura probablement des conférences aussi sur le volet historique du parc, sur la famille Taschereau, sur le sanctuaire de Sainte-Anne. Et sur l'histoire de la Beauce aussi, parce que le domaine Taschereau, c'est un peu le berceau de la Beauce aussi. Donc, en même temps que la rivière aux Fermes à Saint-Joseph, là, en 1738, il y a eu un développement, des foyers de développement qui se sont faits là. Donc, la Beauce est un peu née au parc Taschereau. Un volet historique très important aussi. Mathieu, pour les gens qui voudraient avoir plus d'informations, est-ce que vous avez un site Internet? Oui, absolument. On a un site Internet, domainetaschereau.com. C'est qu'on retrouve un peu les caractéristiques distinctives du parc, la personnalité, qu'est-ce qu'on retrouve là au niveau écologique et historique et tout ça. On a les conditions des sentiers aussi. C'est mis à jour à l'hiver là, pour les conditions de ski de fond et de raquettes et de marche. Donc, on a un réseau de 6 km de sentiers de marche et 6 km de sentiers de ski de fond aussi. Mais donc, on travaille pour que les sentiers soient intéressants et
agréable et confortable et en été aussi. Là. On travaille là-dessus cet été. En terminant, peut-être dire les endroits où les gens peuvent se stationner pour avoir accès. Principalement, c'est le stationnement qui est juste au nord de la chapelle Sainte-Anne. OK. C'est le stationnement principal. Il y en a un nouveau qui s'est installé, là, qui s'est développé près du Père Nature et de chez Plomberie Boilard, mais il n'est pas relié présentement. On a des ponts à construire. Donc, pour cet été, ça va être à la chapelle Sainte-Anne, principalement. Les gens peuvent marcher sur la piste cyclable, avoir accès à la passerelle à partir de Absolument. là aussi. Puis tu dis marcher, c'est très bien parce que les vélos sont interdits. On va installer des panneaux qui vont bien expliquer tout ça. Les gens sont les bienvenus pour venir voir la passerelle. Puis ça donne une bonne idée du niveau de l'eau là, quand l'eau monte haut à Sainte-Marie. Parfait, merci beaucoup. Le CLD de la Nouvelle-Beauce est la porte d'entrée des entrepreneurs qui y trouvent un réseau d'expertise solide ancré sur la connaissance du terrain pour les accompagner dans leurs projets d'affaires. Les services de première ligne offerts par le CLD regroupent le service aux entreprises, la promotion et le développement touristique, le service à la ruralité ainsi que l'offre de plusieurs activités d'animation économique qui servent de tribune au CLD pour mettre l'emphase sur des thèmes qui sont au cœur de la réalité de nos promoteurs. L'équipe du CLD de la Nouvelle-Beauce vous rappelle qu'elle est là pour vous accompagner vers l'avenir et plus loin encore. De façon générale, vous trouverez au CLD les 4 types de services suivants: d'information, de référence, d'accompagnement technique et financier et de formation. Je crois qu'il y a plusieurs façons de comprendre le mot croître. Moi, quand j'entends croître, on peut aussi penser à évoluer, à s'améliorer ou à innover. Moi, quand j'entends l'expression « croître ou mourir », moi je me dis que oui, effectivement, dans ce sens-là, l'entreprise doit croître. Mais d'un autre côté, est-ce que l'entreprise doit absolument prendre de la croissance, prendre de l'expansion? Là, à ce moment-là, je me dis que ça appartient à l'entrepreneur. Au CLD de la Nouvelle-Beauce, c'est sûr que le soutien va bien au-delà du démarrage. Donc, lorsqu'un promoteur vient nous voir, par exemple, avec un projet, nous, on le regarde avec un regard un peu extérieur. On peut jouer des fois l'avocat du diable puis essayer de mettre au défi pour qu'il nous prouve sur papier que son projet est bon. Aussi, au cours de la vie d'une entreprise, l'entrepreneur passe au travers de plusieurs crises, c'est normal. La croissance, il y a plusieurs crises, comme par exemple l'idée de passer des opérations à l'étape de gestion, dans le fond. Donc, nous, on vient aider l'entrepreneur à ce moment-là parce que l'entrepreneur a aussi la fâcheuse manie de garder leurs problèmes pour eux autres mêmes. C'est bien important à ce niveau-là de bien savoir s'accompagner, que ce soit par les conseillers au CLD ou aussi par un mentor, etc. Donc, souvent aussi, on fait un suivi des entreprises qu'on a démarrées, puis simplement par des discussions, on vient mettre le doigt sur des problèmes, puis on peut à ce moment-là les aider à s'améliorer. Le promoteur, dans le fond, il ne peut pas tout connaître, mais il connaît son conseiller au CLD qui, lui, a une vision d'ensemble de tous les organismes et de tous les programmes qui gravitent autour de l'entrepreneur. C'est difficile à croire, mais une entreprise qui est en croissance, puis une entreprise qui est rentable, peut même avoir des difficultés, par exemple, sur le plan financier, simplement du fait qu'elle est en croissance. Donc, à ce niveau-là, c'est certain qu'il faut aller chercher du fonds de roulement. Et puis, sans entrer dans les détails, c'est certain que pour les institutions financières, eux autres, ils aiment financer des bâtisses, des équipements, ça va. Mais quand vient le temps de financer du fonds de roulement, des fois, ça peut être un peu plus difficile. Donc, c'est là que les fonds du CLD peuvent entrer en jeu. On a 2 fonds, le Fonds local de solidarité et le Fonds local d'investissement. Ça sert entre autres, dans le fond, à financer le fonds de roulement. On ne prend pas la place des banques, on vient prendre une place qui sert, dans le fond, de faire un levier sur le plan financier qui permet de faire lever des projets qui, sans nous, souvent n'auraient pas levé. Donc, c'est là notre place. Il y en a plusieurs pièges, c'est des pièges de tout genre, de tout acabit. Et puis, c'est pour ça qu'au CLD de la Nouvelle-Beauce, on a créé un atelier, l'atelier Tour de roue. Dans cet atelier-là, on reprend, dans le fond, les 5 fonctions de l'entreprise. Puis, pour chacune des fonctions, on va déterminer c'est quoi les pièges qu'on rencontre sur le terrain. C'est souvent des pièges assez simples, mais il faut les connaître pour être capable de passer au travers. Donc, on donne des recommandations et puis on donne aussi des outils, toujours dans le but de s'améliorer. Aussi, dans cette formation-là, on permet aux entrepreneurs de s'auto-évaluer. Donc, ils vont regarder dans chacune des fonctions leurs forces puis leurs points à améliorer.
Ils vont se faire un plan d'action pour s'améliorer en tant que gestionnaire. Et puis, parce qu'on le sait, dans le fond, les entrepreneurs qui vont réussir, c'est des entrepreneurs qui savent se remettre en question et puis qui savent s'entourer aussi. Parce que je donnerais, dans le fond, un devoir aux entrepreneurs qui serait de changer un peu leur vocabulaire. Quand ils ont envie de dire « comment je vais faire », ça serait de remplacer ça par « qui peut m'accompagner ». RP Évolution est une entreprise dans le domaine architectural. Donc, on fait de la fabrication métallique, tout ce qui est acier, aluminium, inox. On fait des projets autant résidentiels que commerciaux. Principalement, on fait beaucoup d'escaliers et de garde-corps. On fait aussi des éléments architecturaux tels que des pergolas. Par contre, notre créneau principal est les escaliers. Avec mon bagage familial d'entrepreneur et aussi le fait qu'on était dans la fabrication métallique, plus des structures d'acier. Donc, mon père avait une entreprise de structures d'acier. Moi, ce que je voulais faire, c'était un petit peu plus de finition et puis d'éléments précis. Lorsque j'ai décidé de me lancer, je voulais vraiment faire des choses qui étaient très bien faites, avec une belle finition. Donc, les éléments architecturaux étaient de mise pour moi. Chez RP Évolution, le client, on le prend du début. On peut le prendre un petit peu plus tard aussi. Mais très souvent, on fait la conception avec lui. On choisit les différentes couleurs, les différents matériaux, que ce soit de l'inox, que ce soit de l'acier peint, s'il y a du verre intégré, des choses comme ça. Et puis, on va toujours faire un rendu 3D de nos projets. On met beaucoup d'emphase sur le technique ici, donc que ce soit l'ingénierie, la mise en place des différents éléments pour que le client sache exactement ce qu'il y a avant la livraison. Puis par la suite, on transmet ça dans notre usine où on s'assure de contrôler les différentes étapes et d'avoir une fabrication qui est vraiment à la hauteur de ce qu'on veut livrer. Dans l'optique de vouloir offrir un service clé en main, on fait aussi l'installation de nos projets chez les clients, que ce soit le polissage des mains courantes en inox, que ce soit l'installation des limons, ou des garde-corps. On offre un service de très bonne qualité, beaucoup de finition, qui s'assure que toute l'optique qu'on a pris, que ce soit des dessins techniques, une fabrication soignée, mais aussi une installation très soignée, où toutes les étapes sont bien contrôlées. Je vis une croissance qui est assez rapide, donc le CLD m'a aidé, que ce soit au niveau du coaching. On a trouvé ensemble un coach qui me complète bien, qui repousse mes limites, qui est Francis Belzile. Et puis c'est le CLD qui a payé la majorité de ses honoraires. Donc ça l'a très bien fait. Dernièrement, le CLD m'a accordé un prêt de fonds de roulement qui m'aide dans ma croissance. Donc ces aspects-là sont tout aussi importants que de livrer un projet qui est de haute gamme et de qualité, parce que sans tous les aspects, l'entreprise ne pourrait pas croître aussi vite qu'elle le fait. Donc, ça m'a permis aussi de faire grandir mon équipe, donc d'avoir plus d'employés. Je dois dire merci au CLD dans les dernières années. Le fait d'avoir mis en place toute cette équipe-là est vraiment une structure qui est bien ancrée. Ça me permet là, de me projeter dans l'avenir avec une croissance qui va continuer. On n'a pas fini de grandir. Je dois dire, on est vraiment quand même à une étape embryonnaire par rapport à ma vision. Puis de vraiment s'assurer de garder nos valeurs de base qui sont de la qualité, qui sont un service technique très important. Et puis de livrer vraiment les choses qui sont à la hauteur du client, quel que soit le défi. Je vous rappelle que si vous voulez assister au lancement de la saison estivale de la maison Pierre Lacroix, ça a lieu le 6 juin à 13h. Voilà, c'est ce qui complète Action Magazine de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des commentaires ou des suggestions à nous faire, vous pouvez le faire à câble11@action.ca. Je m'appelle Sylvain Goulet et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition d'Action Magazine.